Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ces rencontres du développement durable co-organisées aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy et Kedge Business School. On est en direct de Paris. On aurait aimé évidemment être à Bordeaux, Talence, sur le campus de cette école. D'autant plus que parmi nos invités, nous avons le professeur Gilles Boeuf, qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie et qui a élu domicile à Bordeaux lui-même. Donc on aurait eu grand plaisir à lui rendre visite dans cette journée consacrée à l'économie circulaire. Gilles Boeuf, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour. Voilà, vous êtes bien connecté, c'est merveilleux. Vous avez été président du Muséum national d'histoire naturelle et on va parler évidemment de cette fonction essentielle pour la compréhension de notre environnement, de nos écosystèmes. Pour discuter avec vous dans cette masterclass, j'ai avec mes côtés le professeur Bertrand Badi. Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po et vous êtes, entre autres livres, l'auteur de ce tout dernier qui va sortir très prochainement à l'issue des rencontres du développement durable. On dirait qu'on l'a fait exprès pour annoncer l'ouvrage. Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique. On va évidemment se servir de ce corpus-ci et de celui du professeur Gilles Boeuf pour discuter de ce thème, parce que paix et climat, même combat. On aurait dû dire paix et environnement en réalité, puisque le professeur Gilles Boeuf est biologiste et travaille sur l'ensemble du vivant et pas nécessairement spécifiquement sur la question climatique. On a donc 3 bons quarts d'heure pour discuter de la façon dont les rétroactions entre environnement et politique peuvent devenir conflictuelles. Et pour commencer cette réflexion, j'aimerais m'adresser à vous, professeur Boeuf. Cette crise du coronavirus, on dit souvent qu'elle a commencé avec un pangolin qui a transmis une maladie à l'être humain, ou alors une chauve-souris, on ne sait pas exactement, et que d'une crise, derrière cette crise évidemment sanitaire, il y a une crise environnementale très forte et qui devient aussi une crise politique. Et donc là, on est en plein dans le sujet. Les chiffres sont frappants. 75% des écosystèmes terrestres ont été affectés par l'empreinte humaine. C'est à peu près 2/3 pour les écosystèmes marins. Et l'UICN, donc l'Union internationale de conservation de la nature, nous dit qu'il faudrait plusieurs millions d'années pour retrouver le niveau de biodiversité qui précède le début de cette 6e extinction de masse. Alors les chiffres sont éloquents et ces chiffres nous interpellent, nous amènent à nous poser la question, est-ce qu'on peut vraiment établir, vous qui êtes biologiste et spécialiste de la biodiversité, ce lien entre la crise pandémique et la crise de la biodiversité? Aidez-nous à y voir un peu plus clair sur ça, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Les chiffres que vous donnez sont... Bon, on est incapable de préciser s'il nous faut des millions d'années pour revenir à quelque chose. De quoi, quelle est la référence, on ne sait pas. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose en Chine, pendant l'été, hein, ce n'est pas en décembre, c'était avant, 2019, d'où le terme de Covid-19. Hein. Quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Et enfin, ce qui s'est passé quand même n'aurait jamais dû quitter la Chine. Voilà, ça c'est vraiment la question actuelle dans laquelle on se trouve. Bon, ce n'est pas la première, hein, parce que des crises comme ça, on en a quand même eu beaucoup. La grave, la dernière, a juste un siècle, hein, 1918-19, c'est ce qu'on appelle la grippe espagnole, qui n'avait d'ailleurs rien d'espagnol, qui est venue du canard et qui est passée à l'humain. Ça a démarré aux États-Unis. Et puis, on a toute une série de pandémies. Donc, une pandémie, c'est une pathologie qui démarre puis qui devient rapidement mondiale, hein, avec une zoonose, ce qui veut dire qu'on passe d'un modèle animal, hein, la cible du virus ou de la bactérie, c'est un animal, et puis ça passe à l'humain. Alors pourquoi ça passe à l'humain? Pour des raisons que vous avez rapidement esquissées, ça veut dire qu'on a mis dans des conditions de promiscuité absolument immondes sur ces marchés chinois. Ce n'est pas par hasard si ça démarre en Chine. Hein. Il y a eu le SARS-CoV-1, on a eu toute une série de pathologies, hein, et les intermédiaires sont variés. Le SARS-CoV-1, on était parti de la civette masquée, un petit mammifère aussi qui se vend sur les marchés chinois. Le MERS, hein, cette pathologie qui avait touché les pays arabes il y a une dizaine d'années, c'était le dromadaire. D'autres, ça a été le cochon. Hein, ça démarrait en Malaisie, ça passait à Singapour. Donc il y a toute une série comme ça de pathologies récentes qui nous posent de gros problèmes. Alors ça se passe parce que des animaux qui ne devraient pas se rencontrer, qui n'ont rien à faire ensemble et ils ne se rencontrent pas dans la nature, ont été mis dans des conditions. Alors là, en fait, il faut être bien clair, le virus du coronavirus 19 est un virus de chauve-souris. Hein, c'est un virus de chauve-souris.
Sauf que ces virus chauve-souris ne sont pas infectieux pour l'humain. Ils n'ont pas la machine pour tourner les barrières humaines. Donc, il est inoffensif sur les humains. Et là, il s'est passé quelque chose qui lui a fait acquérir autre chose, avec cette capacité à infecter l'humain. Alors, on a parlé du pangolin. Bon, peut-être que oui, il y a eu des séquences qui ressemblent beaucoup à celles du pangolin. En tout cas, ce qui est clair pour nous, c'est que ce virus est une chimère, hein. C'est un mélange entre différents virus. La chauve-souris, certains, et après le pangolin ou autre chose. Et il a acquis la capacité à infecter les humains. Donc, un, ça n'aurait pas dû se produire. Bon, ça s'est produit. Deux, ça aurait dû rester discret dans une région du monde où l'événement était apparu, quelque part, on a dit, durant l'été 2019, puis il a fait le tour du monde. Et là, on va toucher, bien sûr, nos problèmes actuels. Des vols, des avions quittaient Wuhan le lendemain du démarrage de la pandémie et allaient se poser à Singapour ou bien en Lombardie, à Milan. C'est ça qui est absolument incroyable aujourd'hui, qui nous pose ces problèmes. Vous savez combien il y avait de vols par jour avant février 2020? Plus de 100 000 numéros de vol enregistrés. Alors quand j'entends l'aéronautique qui me dit l'obsession c'est quand est-ce qu'on va revenir au nombre de vols qu'on avait avant? Surtout pas. Parce que si on fait ça, on va s'en prendre une autre. Et là, croyez-moi que la prochaine, peut-être qu'elle tuera les jeunes, hein. Tout à l'heure, on discutera quelles sont les cibles chez les humains de la Covid-19. Donc c'est tout ça qui nous préoccupe beaucoup. Alors les relations, pour terminer sur votre question avec le vivant, elles sont simples. On a un vivant qui est extrêmement riche en nombre d'espèces, et au sein des espèces, en variabilité au sein des individus. Il y a une double variabilité, hein. Des espèces qui ne sont pas sensibles au virus, des espèces qui le sont, mais au sein de celles qui le sont, la réceptivité au virus est très variable. C'est ce qu'on appelle effectivement la variabilité génétique dans les individus, les populations. Et là, ce qui s'est produit, c'est qu'effectivement, quand vous avez une diversité très importante, le virus, il a vraiment un chemin de croix, en fait. Sans arrêt, il va se heurter à des espèces qui lui résistent, ou au sein de celles qui sont sensibles, à des individus qui lui résistent. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Dès le moment où dans le vivant, vous diminuez le nombre d'espèces, deuxièmement, vous diminuez au sein de ces espèces, celles qui sont sensibles, eh bien vous augmentez sa capacité à passer à autre chose. Et là, on a eu le cas d'une jolie zoonose encore, hein, spectaculaire, avec le passage d'un virus d'une espèce animale à l'humain. Donc c'est bien lié à une maltraitance de la biodiversité. Bien sûr. Professeur Boeuf, merci, hein. Vous évoquez ces 100 000 vols, peut-être 100 000 vols de trop, à n'en pas douter, qui ont propagé de façon extrêmement rapide ce virus dont le foyer se trouvait dans le Wuhan. Ces 100 000 vols en même temps, et je me tourne vers le professeur Badi, c'est grâce à des échanges de cette nature, des connexions de cette nature, que l'humanité a forgé progressivement dans les relations internationales modernes la conscience de l'appartenance à un tout commun, de cette intersocialité qui remplace l'internationalité que vous évoquez dans cet ouvrage, hein, que je rappelle, qui porte ce titre direct, intersocialité avec un S. On va détailler un petit peu. Professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer derrière cette théorie de l'intersocialité, c'est-à-dire de dire on n'est pas des États, des nations qui se parlent entre eux, mais des composantes de l'humanité qui sont toutes en relation les unes avec les autres dans toutes leurs dimensions sociales, vous placez au cœur de votre réflexion une réponse à la crise du coronavirus, la notion de sécurité humaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors d'abord, on voit à quel point notre monde a changé. Et si on se place du point de vue des relations internationales, qui est ma spécialité, on voit que celles-ci n'ont plus du tout la même signification qu'elles avaient je dirais, du temps de ma jeunesse. Vous allez me dire c'est loin, bah oui mais c'est pas si loin que ça, ou en tous les cas du temps de la guerre froide et du temps des deux conflits mondiaux. L'espace mondial de nos parents et de nos grands-parents, qu'est-ce que c'était ? C'était une coexistence d'États qui était en situation de rivalité de puissance, qui était délimitée de manière précise par des frontières qui étaient difficiles à franchir, qui était organisée autour de relations interétatiques dominées par ces deux figures qui étaient le diplomate et le soldat. Mais professeur, aujourd'hui, quand on écoute les discours à l'Assemblée générale des Nations unies de la semaine dernière avec Trump et Xi qui se renvoient la balle, on n'a pas l'impression que ce monde il a changé par rapport à ce que vous décrivez. Eh bien, ils n'ont pas changé leur logiciel, et c'est tout le problème. Oui. C'est-à-dire, le grand défi aujourd'hui, c'est changer le logiciel, c'est-à-dire voir le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'il était, ou tel qu'on voudrait qu'il le reste. Alors, parce que,
rien de tout cela ne se décrète. On ne va pas abolir la mondialisation par une résolution du Conseil de sécurité. La mondialisation, ça correspond à un changement technologique faramineux que l'on ne peut pas de toute façon abolir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au centre même de notre réflexion internationale, c'est la menace qui a changé. Qu'est-ce qui nous menaçait hier? C'était le voisin, avec le risque d'invasion, avec le franchissement des frontières, avec la conquête, avec la menace territoriale, avec, face à nous, en 2 mots, un ennemi stratège. Aujourd'hui, la menace, elle est plus inamicale, elle n'est plus stratégique, elle ne vient plus du voisin. C'est, tel que décrivait le professeur Boeuf il y a un instant, tout un système qui se révèle et qui est porteur de menaces qui ne sont ni pensées, ni stratégiques, ni inimicales. Donc, découvrant ce phénomène, qui est un changement incroyable dans l'histoire de l'humanité, certains penseurs, je pense en particulier à l'Indien Amartya Sen et à son voisin pakistanais Mahboub al-Arq, ont forgé, avec l'aide du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, avec toute une série de personnes qui ont senti ce monde nouveau apparaître, le concept de sécurité humaine. Et qu'est-ce que c'est que la sécurité humaine? Eh bien, la phrase est merveilleuse, c'est une des plus belles phrases que j'ai entendues dans le discours diplomatique, libérer les humains de la peur. Et la peur, ce n'est plus la peur du char russe, c'est la peur du virus, c'est la peur du changement climatique, c'est la peur de la famine, c'est-à-dire de toute une série de fléaux qui ne sont pas d'origine politique, qui appartiennent aux dynamiques sociales de la mondialisation, à leur soubassement technologique, et qui constituent des menaces autrement plus graves que l'ennemi d'hier. La faim dans le monde tue 9 millions d'individus par an. Le changement climatique, on évalue, je me réfère à la revue de Lancet, on évalue à 8 millions de victimes par an. Une ville comme Shanghai en Chine fait à 119 morts par jour à cause des effets du changement climatique. Vous parlez du nombre de morts. On a appris aujourd'hui dans le monde qu'on a dépassé la barre du million de morts liés à la crise du coronavirus, d'après les chiffres qu'on est capable d'établir, avec de l'incertitude autour de notre capacité à mesurer. Mais sur ce sujet, vous l'avez expliqué tout à l'heure, le paradigme des relations internationales devrait changer. Oui. Et vous dites il faut repenser les menaces différemment. On dit souvent que cette menace du coronavirus est une menace symétrique, c'est-à-dire que c'est une guerre mondiale, effectivement, mais pas entre des acteurs des puissances nationales, mais vis-à-vis d'une menace externe. Les amateurs de science-fiction penseraient à Independence Day. Là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus concrètes, tangibles, immédiates, pas sur une menace extraterrestre. Cette menace symétrique, pour autant, personne ne l'a comprise comme telle. Le système des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies a été incapable d'adopter une résolution pour traiter cette menace d'une seule voix. Eh bien, c'est le drame. C'est le drame parce que le Conseil de sécurité, qui, depuis la charte de 1945, est le dépositaire de la sécurité collective, renacle à introduire comme sécurité ces menaces, comme objet de sécurité, ces nouvelles menaces telles que nous les décrivions. Il y a eu des débats au Conseil de sécurité sur le changement climatique, par exemple, notamment des débats publics, c'est-à-dire élargis à l'ensemble des membres des Nations Unies. Et ces débats se répètent ces derniers temps, tous les ans. Et à chaque fois, on voit, surtout de la part des membres permanents du Conseil de sécurité, le même blocage, à savoir le changement climatique n'a rien à voir avec la sécurité collective. Et le délégué russe, à l'une de ses réunions récentes, a même eu le toupet, l'audace de dire faire un lien entre le changement climatique et la guerre est non seulement dangereux, mais contre-productif. J'emploie ces termes, contre-productif. C'est-à-dire, ce serait risquer une aggravation des conflits mondiaux que de les lier au changement climatique, ce qui est une aberration. Il faut comprendre, encore une fois, que l'être humain est davantage menacé par ces nouveaux dangers que par la guerre classique. Simplement, les puissances
ne veulent pas, je dirais en termes simples, dépolitiser la guerre. C'est-à-dire ne veulent pas considérer que derrière la conflictualité, derrière la mort, derrière la menace létale, il y a des phénomènes intersociaux davantage que des phénomènes stratégiques. C'est d'ailleurs la raison... ça pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. C'est-à-dire garder la main aux manettes. Y compris quand on est en pleine campagne électorale aux États-Unis. Évidemment. Qu'est-ce qu'une grande puissance? Une grande puissance se définit comme étant cette capacité de peser sur le cours des relations internationales. Or, la grande puissance est complètement séparée, découplée même de ces formes nouvelles d'insécurité. D'ailleurs, la preuve, c'est que ce sont les membres permanents du Conseil de sécurité qui ont été le plus menacés par le coronavirus. Ça veut dire qu'il faut repenser la sécurité en termes humains, en termes globaux, en termes métapolitiques. Et ça, c'est une mutation essentielle dont on ne veut pas entendre parler. Vous vous effrayez, et vous avez raison, du fait qu'on ait franchi le cap du million de morts, mais la faim dans le monde, il y a bien longtemps qu'elle fait 9 fois plus. On va revenir sur cet enjeu de comment est-ce qu'on débloque, déverrouille le système politique international pour résoudre de façon beaucoup plus humaine et sensible et même bienveillante, si je vous me permettez ce mot, le sujet. Mais avant d'approfondir là-dessus, je voudrais me tourner de nouveau vers le professeur Gilles Boeuf en prenant un cas plus précis, plus concret. De ces conflits liés à la biodiversité, à des ressources de plus en plus difficiles, que la nature a de plus en plus de mal à régénérer, qui sont donc de plus en plus rares, et la rareté étant conflictuelle, qui peuvent générer de nouveaux dangers. Prenons un exemple. Les ressources halieutiques, donc le poisson qui habite et peuple nos océans, nos mers. Est-ce qu'on a une idée, professeur Boeuf, vous qui avez été à la tête du Muséum national d'histoire naturelle, des conflits qui peuvent déjà se dessiner autour des enjeux de ressources halieutiques? Je ne parle pas là du Brexit où déjà la France et le Royaume-Uni s'écharpent sur la façon de partager la Manche, si j'ose dire. Mais quand on sait que 60% des aires marines ont déjà commencé à subir l'empreinte humaine avec une perte de biodiversité, les tensions sur le partage des aires de zones économiques exclusives dans les océans sont d'autant plus difficiles. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner et peut-être nous éclairer sur comment est-ce que ça peut tourner dans un conflit? Bien sûr, mais je vais réagir sur les propos du professeur Badi que j'ai beaucoup apprécié quand il a dit les gens ont peur. Et nous avons un gouvernement en ce moment qui fait tout pour que les Français aient peur. Je viens de passer là une semaine en Hollande la semaine dernière. Dans la rue, pas de masque. Ils ont beaucoup moins de casse qu'en France. On ne passe pas le temps à dire aux enfants, par exemple, cette maladie n'est pas du tout une maladie pédiatrique. Les masques, ça ne sert à rien chez les enfants. On leur colle la trouille. Dans la rue, un masque, c'est absolument pas utile en ce moment chez nous. Où est-ce qu'on se contamine? Dans la même pièce, fermée, la même climatisation, la même machine à café. Là, oui. Dans un train, oui, il faut un masque. Dans un avion, oui. Dans des endroits fermés, alors il ne faut pas aller en boîte de nuit. Mais sur une plage, or, on a confiné les Français en leur disant n'allez pas sur les plages, n'allez pas en forêt. Ce qu'ont pas du tout fait les Allemands. Donc là, et je vous assure que quand je suis en Hollande, j'y ai passé la semaine, il y a infiniment moins d'inquiétude que chez nous. Donc, premièrement, il a tout à fait raison quand il dit libérer l'humain de la peur. Et ce n'est pas ce qu'on fait politiquement en France en ce moment sur la Covid. Je reviens à l'économie, ici tout à l'heure il en a parlé. Il faut bien voir qu'on a un prix Nobel d'économie. Alors, il y a deux prix Nobel d'économie qui avaient quand même dit plus le climat change, plus la situation économique sera meilleure. Sans tenir compte effectivement des dégâts désastreux sur ce que sont les humains. Et là, il a tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, la peur a changé de camp. La Covid, 1 million de personnes mortes. Oui, j'ai vu ce chiffre aussi. Mais vous savez combien on avait tué la grippe espagnole il y a 100 ans? 100 millions. Celui-ci, là, il n'est pas trop méchant. J'ai vu un vieux monsieur qui réagissait lorsque le président Macron a dit le 16 mars, nous sommes en guerre. Il a dit, vous savez, une guerre pour laquelle 99,8% des gens reviennent, je me sens quand même pas trop inquiet. Donc c'est là que nos mots, il faut les utiliser à bon escient pour reprendre ce qui se passe. Et je vais arriver aux pêches, qui sont un bon exemple, parce que finalement, quand vous regardez la démographie humaine, je vais partir il y a 10 000 ans, l'humain s'arrête de bouger.
Et puis, il doit produire, puisqu'effectivement, les femmes font de plus en plus de bébés, et on invente agriculture et élevage. On va commencer effectivement à pêcher. Pêcher ne me pose pas de problème. C'est surpêcher qui me gêne, bien évidemment. Alors la pêche, ça reste une activité en plus, je dirais, préhistorique. On ne réensemence pas. C'est pas comme un agriculteur qui met ses graines et qui récolte ses plantes, hein. On va pressurer un stock. Alors, aujourd'hui, on a les moyens mathématiques d'estimer ce qu'est un stock. Il y en a combien? On peut en prendre combien? Alors en gros, on avait travaillé là-dessus. On avait dit qu'il faut à peu près laisser 30% par an. C'est pas gigantesque, hein. On peut prendre 70% des stocks pour l'humanité, mais il faut en laisser 30%. Or, on n'y est pas du tout. Hein, quand j'étais au ministère et que moi j'avais dit, écoutez, moi j'aurais dit 40% en biologiste, hein. 30%, ah oui, mais comprenez, ça serait mieux à 22. Ben non, non. Si on veut que la ressource soit renouvelée, vous savez, sur les pêches, on en est rendu à exploiter une ressource vivante qui a un énorme intérêt puisqu'elle se renouvelle chaque année par la reproduction. Et bien, on arrive à des ressources qui sont effectivement pas renouvelables, comme si on allait chercher du nickel ou du zinc ou du fer, parce qu'on dépasse la capacité annuelle des stocks à se renouveler. Ça, on peut travailler là-dessus. Donc, pour revenir à votre interrogation sur les pêches, pêcher c'est bien, il y a des stocks qui se portent pas si mal que ça. En gros, aujourd'hui, on surexploite vraiment. Ah, on a un petit souci de connexion avec le professeur Boeuf. On va essayer de le récupérer parmi nous, c'est absolument essentiel. Et la régie fait tout son possible pour pouvoir le reconnecter dans la conversation. On va, le temps que le professeur puisse nous rejoindre, je me tourne vers vous, Bertrand Badi, à nouveau. Revenons à ce que disait à l'instant le professeur Boeuf, hein, la surexploitation. C'est précisément la perte de conscience absolue de cette intersocialité qui fait qu'on a des ressources en partage et que quand on les surexploite, personne n'est gagnant. Absolument personne n'est gagnant. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne s'est pas saisi de cette question. Dans une année un peu spéciale, cette année c'est le 75e anniversaire des Nations Unies, donc de la création de ce système multilatéral capable de résoudre les conflits en adoptant des lois internationales qui tiennent pour responsables les États qui sont concernés par les décisions de ce Conseil de sécurité, et en même temps, si j'ose dire, vous me pardonnerez la formule, le 5e anniversaire des objectifs de développement durable. Et pourtant, là, dans cette crise systémique du coronavirus, qui est une crise sanitaire, qui est une crise sociale, qui est une crise environnementale, qui devient une crise politique de surcroît, aucune résolution du Conseil de sécurité, et l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tient virtuellement, ne peut même pas reprendre la main sur le Conseil de sécurité pour l'intimer, si j'ose dire, à reprendre le problème en main. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui travaillez sur l'intersocialité? Quels sont les acteurs politiques qui peuvent changer la donne pour qu'on puisse, je dirais, sans chambouler le système, au moins le réinitialiser afin de pouvoir reprendre le contrôle sur la situation? Alors, d'abord, vous avez raison de parler de crise systémique. Il faut s'habituer à utiliser ce concept. Crise systémique, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs couloirs séparés les uns des autres, le couloir alimentaire, le couloir sanitaire, le couloir climatique, le couloir économique. Ça, c'est quelque chose que l'on a du mal à penser parce que notre cerveau a été fabriqué par des siècles et des siècles durant lesquels le danger, il était uniquement militaire, c'est-à-dire l'indissociabilité entre menace et ennemi. Or, maintenant, il faut comprendre qu'avec la mondialisation, les menaces, comme on le disait tout à l'heure, ne viennent pas des ennemis, mais viennent du système, et donc c'est l'ensemble des caractéristiques de ce système qui deviennent pathologiques, qui deviennent dysfonctionnelles. Alors, le Conseil de sécurité, c'est désespérant, n'a pas voulu se saisir de cette nouvelle grammaire de la sécurité, qui est si importante, et le désastre, il faut l'appeler comme ça a été mars 2020. Mars 2020, le Conseil de sécurité essaye de produire une résolution qui se devait d'être robuste, vu la situation, sur le coronavirus, et n'y parvient pas. On a juste quelques mots très généraux qui n'ont
aucun intérêt. Ça, c'est un désastre, parce que ça veut dire que nos institutions multilatérales ne sont plus en prise sur la réalité des dangers auxquels l'humanité est confrontée. Il y a des connexions. Et permettez, professeur, là on parle beaucoup des Nations Unies, du cœur, du noyau politique des Nations Unies, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, mais dézoomons un petit peu. L'Organisation mondiale de la santé exit de la première puissance mondiale en plein milieu d'une pandémie. L'Organisation mondiale du commerce a l'état de léthargie politique depuis un long moment du fait de l'incapacité de son organisme de règlement des différends à prendre des décisions, blocage américain à nouveau. L'UNESCO qui aurait pu organiser la coopération scientifique mondiale pour la recherche d'un vaccin la plus rapide et la plus efficace possible, du fait de son mandat, les Américains s'en sont retirés également. Le G20 n'a pas encore eu lieu, mais n'a pas écrit une ligne sur le sujet. Et le G7, qui était sous présidence américaine, ne s'est pas réuni. Oui, et on pourrait continuer la liste. Le pacte sur l'immigration, qui est quand même un des débouchés naturels des ODD, a été dénoncé et déchiré par les États-Unis. On pourrait également prendre le cas de l'UNRWA sur l'assistance aux Palestiniens. Bref, c'est vrai que nous sommes dans une conjoncture douloureuse parce que le multilatéralisme tente à se détricoter. Le multilatéralisme ou la capacité américaine à participer intelligemment au multilatéralisme? Vous m'avez soufflé ma seconde phrase. C'est pas la faute du multilatéralisme. C'est la faute des puissances qui ne veulent pas déléguer. Et je crois que dans cette phrase, il y a tout. C'est-à-dire, il ne peut y avoir aujourd'hui de sécurité globale que si les États délèguent de leurs compétences. L'ancienne sécurité, qui était une sécurité nationale, liée au danger militaire, ce que j'appelais le danger du voisin, de l'ennemi tout à l'heure, elle se gérait par les logiques de puissance, c'est-à-dire que les plus puissants avaient totalement la main sur cette menace, c'était ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire, si on veut faire face efficacement aux défis alimentaires, sanitaires, environnementaux et même les défis économiques, il faut qu'il y ait une interaction, une interdépendance entre les politiques étrangères, les politiques économiques, les politiques sociales, les politiques sanitaires, etc. Or, on ne veut pas. Vous savez que c'est une très vieille histoire. Une très vieille histoire qui remonte au 19e siècle, lorsqu'on a créé l'Office international de l'hygiène publique pour faire face aux défis sanitaires qui commençaient à apparaître, notamment à travers le commerce marchand. Eh bien, il y a eu, à partir de ce moment-là, au commerce maritime, pardon, à partir de ce moment-là, il y a eu une formidable résistance des États à déléguer en matière de santé. Pourquoi ? Parce que la santé, c'est le bastion souverain des États. C'est la population, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est l'économie. Bref, derrière la santé, il y a tout. Et le calcul de certains États, et là, M. Trump s'est distingué comme président des États-Unis, délégué en matière sanitaire, c'est perdre sa souveraineté et c'est perdre une partie de son capital de puissance. Vous avez repris cet exemple qui date un peu, avec cet exemple maritime. Ça me permet de revenir vers le professeur Gilles Boeuf qu'on a réussi à réintégrer à la connexion. Gilles Boeuf, je suis vraiment navré pour cette petite interruption. Ça vous a coupé tout à l'heure dans votre élan sur l'exemple des ressources halieutiques qui peuvent devenir conflictuelles si on ne les laisse pas se régénérer. Est-ce que vous pouvez reprendre là où vous étiez arrêté, c'est-à-dire précisément le stock de ressources halieutiques qu'il faut laisser pour éviter une conflictualité beaucoup trop importante? Vous savez, je vais revenir à ce merveilleux prix Nobel d'Elinor Ostrom il y a quelques années sur la tragédie des communs. Si on ne limite pas l'accès à des stocks qui sont communs, ça se termine toujours par la même chose, la destruction du stock contesté. Sur les pêches, c'est très clair, il faut limiter l'accès à la ressource, mais on peut gérer des stocks halieutiques. Alors, c'est compliqué parce qu'en Europe, par exemple, la France est souveraine que sur ses 5 nautiques, hein, c'est très très proche de la côte. Ce sont les lois européennes qui s'appliquent un petit peu plus loin. Et imaginez les problèmes de pêche en on n'est pas prêt à entrer en conflit parce que des flottes russes ou japonaises ou chinoises font du dégât au large. Mais c'est une vraie question. Donc, la pêche est un joli exemple. Mais je vais rebondir sur ce que disait notre ami à l'instant sur les migrations. Quand je travaille avec des populations d'Asie centrale ou avec des guerriers targis au Mali, ils me disent toujours la même chose. Et c'est là qu'on revient justement à cette question de la démographie et de l'organisation générale et de l'ennemi qui est le voisin. C'est qu'à une époque, on pouvait être nomade.
hein. On quittait son territoire quand on avait épuisé un endroit pour aller ailleurs. Aujourd'hui, ça ne marche pas parce que quand vous migrez aujourd'hui, vous arrivez chez quelqu'un qui, bien sûr, ne veut pas de vous. Donc ça lance tout le débat, effectivement, sur cette question du nomadisme qui n'est plus envisageable comme on le faisait à l'époque. Et les pêches, c'est quelque chose d'intéressant parce que les pêches ont à peu près suivi l'exemple de la démographie. En 1950, on pêchait 10 millions de tonnes. On est arrivé à 80 millions en 90. Et depuis, malgré des efforts très importants, on ne débarque pas 1 kilo de plus de poissons. On a atteint le maximum de ce que la renouvelabilité de l'océan peut faire. Donc là, c'est clair qu'il nous faut des lois, il nous faut des systèmes de limitation d'accès. Et ça relance tout le débat, je dirais, géopolitique sur des petits pêcheurs artisans. Moi qui ai vécu longtemps au Chili, 100 000 petits pêcheurs au Chili. Alors qu'en France, on en a quoi, 12 000. Et puis par rapport au Chili, 18 millions d'habitants, et puis nous, 70 millions, un petit peu moins. Donc vous voyez que ça dépend vraiment de l'organisation générale. La pêche, c'est un joli exemple, mais on peut vraiment résoudre ces questions-là. Mais pour ça, il faut absolument que chacun y mette du sien et qu'on fasse des réunions internationales de limitation d'accès à la ressource. Ça, c'est très important. Professeur, je voudrais zoomer sur cette dernière affirmation, puisque le professeur Badi a introduit tout à l'heure le concept de sécurité humaine, de sécurité globale, qu'il a largement approfondi à travers ses recherches depuis les travaux d'Amartya Sen à l'origine. Là, vous venez de nous parler d'un des sous-champs, si j'ose dire, de cette sécurité globale, la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est l'un des 17 objectifs de développement durable, c'est l'ODD 2 pour être exact, et précisément la crise climatique qui est devant nous, dans laquelle nous entrons à vitesse grand V, et qui s'enchaîne ou qui s'amplifie avec la crise du vivant, la 6e extinction de masse, sur laquelle le Muséum d'histoire nationale naturelle que vous avez présidé a tant travaillé. Ces deux crises-là, encapsulées comme des matrioshkas, sont un piège majeur pour la sécurité alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous projeter simplement, de façon très très simple, à imaginer ce qu'un monde déréglé par le climat, donc un monde à plus 4 degrés par exemple, prenons ce scénario, signifie en termes de sécurité alimentaire et donc en termes de sécurité globale? Alors, il faut bien voir que la crise climat, si on peut l'appeler comme ça, et l'effondrement du vivant ne sont pas toujours intimement liés. Elles peuvent l'être, hein. Oui, bien sûr. Parce qu'on oublie souvent une chose, le climat qui change affecte le vivant. Par exemple, les stocks de pêche qu'on a évoqués tout à l'heure. Par exemple, effectivement, le problème de la forêt tropicale, parce que les pluies changent. Dans ces conditions-là, bien sûr, s'il n'y a pas d'eau, ça va changer complètement la cartographie végétale de l'endroit sur lequel on est. Mais on oublie une chose, c'est que le vivant qui s'en va affecte en retour le climat. Quand on voit aujourd'hui les zones terribles de l'Afrique australe ou de l'Amérique du Sud, hein, où de longues périodes de sécheresse, effectivement, sont en train de créer des conditions dramatiques pour les populations qui s'y trouvent. S'il ne pleut plus, il n'y a plus d'agriculture. S'il n'y a plus d'agriculture, où vont les agriculteurs? L'Africain est essentiellement, bien sûr, quelqu'un qui faisait l'agriculture. Il n'est pas fait pour vivre dans les villes depuis une époque très, très lointaine. L'accumulation des humains à la périphérie des grandes villes africaines, idem pour l'Amérique du Sud, pose d'énormes problèmes de géopolitique parce qu'ils n'ont plus de droits particuliers, ils ont quitté leur terre. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est bien sûr faire tout ce qu'on peut pour freiner le changement climatique. J'aime pas le mot dérèglement parce que le mot dérèglement faisait croire que le climat était réglé. Le climat n'a jamais été réglé par n'importe qui. Le climat est en train en ce moment de dramatiquement changer. Alors, la température de la surface de l'océan, juste 2 chiffres. Là, on est installé à Bordeaux ou à Paris, il y a 19 000 ans, dernière grande glaciation, la température de la surface de l'eau ou de l'air était de 4 degrés plus basse. Et vous savez où était la mer? 125 mètres plus basse. Donc vous voyez que, alors à l'époque, pour les quelques humains qu'il y avait, ça ne faisait pas beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, cherchez toutes les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord de la mer, et là, on aura merveilleusement les exemples qu'abordait mon ami tout à l'heure sur ces histoires de géopolitique locale. Donc, ce qu'il faut bien prendre en considération, le climat change trop vite et le vivant s'effondre. Alors, j'aime pas trop le mot d'extinction parce que ce qu'on vit vraiment aujourd'hui, plus que des extinctions, c'est un effondrement du nombre des individus dans les populations sauvages. Et ça, on le voit très clairement. Et on assiste à 2 phénomènes. Une explosion du domestique, 23 milliards de poulets, 1,3 milliard de vaches.
et un effondrement du vivant sauvage aujourd'hui. Juste 2 chiffres, il y a 10 000 ans, quand l'humain s'arrive de bouger et commence à inventer l'agriculture, il connaît à l'époque, les bovins, les cochons, les porcs, effectivement. Il a également, les ovins, les moutons, les chèvres, plus tard le cheval. Il avait déjà le chien et le chat, hein. Eh bien, la masse des humains de l'époque avec tous les animaux domestiques, c'est 0,1% de la masse des 5000 espèces de mammifères connus. D'accord, Aujourd'hui, c'est 90%. je comprends. Donc ça relance un débat géopolitique majeur qui est aussi la consommation de viande, bien évidemment, hein, Mhm. et en plus qui influe sur le climat. Oui. Là, en ce Professeur, moment, on parle du trafic aérien qui est pour de je voudrais- 3-5% de changement climatique. L'élevage des bovins, c'est pour 16%. Donc vous voyez que tout ça est superbement lié et relance les questions systémiques qu'évoquait le professeur Badi tout à l'heure. Vous avez raison. Et je terminerai en vous disant que je suis allé faire récemment une conférence à Dijon et que le chef de la base militaire me disait, vous savez, vos histoires de changement climatique et d'effondrement du vivant, ce sont les sources des conflits de demain, et évidemment, et on oublie l'eau. On oublie qu'un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau. C'est pas fait pour laver sa voiture. Vous avez insisté, et on va vraiment s'appesantir sur ça, sur cette notion de crise systémique, de boucle de rétroaction, si on emprunte les termes d'Edgar Morin, entre la crise climatique ou le changement climatique et l'effondrement du vivant. C'est cette même complexité, cette même systématicité qui fait que cette crise est une crise pas internationale au sens westphalien du terme, professeur, mais une crise intersociale. Je voudrais revenir vers vous parce que, effectivement, la question qui se pose derrière, et on aura, à n'en pas douter, une armée de trolls d'extrême droite qui va venir nous pourrir la vie dans la fin de cette soirée au coin du feu. Qu'est-ce que ça signifie pour la souveraineté ? Pour agir sur cette... Pour agir sur un problème de cette nature, les simplistes vont nous dire qu'il faut abolir l'État, il faut abolir la nation. Et il ne me semble pas qu'aucun des propos qui étaient tenus aujourd'hui ne signifie qu'il faut abolir ni l'un ni l'autre. Mais quand on a reconnu le caractère parfaitement intersocial de la chose, et qu'on a en même temps reconnu le dysfonctionnement fondamental du système multilatéral, une crise d'une telle complexité, comment est-ce qu'on la résout ? Alors, d'abord, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'abolir l'État, la nation, les gouvernements, les lois, les normes, le droit. Il n'est pas du tout question de tout cela. Je préfère l'évacuer parce que oui, on voit arriver il faut l'expliciter. Un certain nombre de discours. Et de même, le concept de souveraineté est un concept transhistorique, qui d'ailleurs est beaucoup plus complexe qu'on ne le dit généralement. Alors, pourquoi je dis ça ? Pour une raison très simple, c'est que la boussole maintenant, c'est non pas abolir, mais transformer. Oui. C'est-à-dire que l'État, dans ce monde tel que nous le décrivons ensemble, ne peut plus fonctionner comme du temps des guerres napoléoniennes ou des guerres de Louis XIV ou même des guerres mondiales. Il faut repenser l'État, il faut repenser la souveraineté. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique d'interdépendance forte. Ce qui menait le monde du temps westphalien et finalement jusqu'à la chute du mur, c'était la territorialisation du politique, c'était la frontière, l'importance de la frontière en droit international. Aujourd'hui, les interdépendances sont telles que la frontière ne va pas disparaître, mais ne peut plus avoir le même sens. De même, la souveraineté ne disparaîtra pas, elle ne disparaîtra pas surtout comme revendication. La souveraineté, c'est ne pas dépendre de l'autre. Et ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas de placer l'autre sous la dépendance, c'est de construire l'interdépendance. Et l'interdépendance, c'est dans le respect mutuel, à travers la reconnaissance de l'autre. Et c'est là que la souveraineté demeurera, c'est-à-dire reconnaître l'autre dans sa personnalité, dans ses droits propres, mais cela signifie que les politiques publiques que l'autre va édicter ne pourront plus être indépendantes des politiques publiques des voisins, que face à une menace comme la menace virale, évidemment, on ne peut pas réagir par l'addition de 193 politiques sanitaires nationales, mais en créant les conditions d'une gouvernance sanitaire globale. Un tout supérieur à la somme de ses parties, façon Leibniz. Professeur, je voudrais lire une phrase qui figure, page 199 de ce livre à sortir le 1er octobre, Intersocialité, publié aux éditions du CNRS, qui va nous aider à synthétiser nos échanges extrêmement denses. Une phrase très simple, qui fait d'ailleurs de vous
quelqu'un qui est plus proche de l'intellectuel organique, façon Sartre, que du chercheur et du professeur. Permettez cette petite qualification pour que chacun situe la chose. Si tous les dirigeants, tant s'en faut, ça vise tout le monde, n'en ont pas fait leur principe de l'intersocialité, leur cécité ou leur cynisme ne peut plus désormais échapper aux observateurs les plus conscients ni aux citoyens les plus engagés dans la vie internationale. Et ça me permet de poser immédiatement une question au professeur Gilles Boeuf. Professeur, on est, à cause de ce coronavirus, dans une phase extrêmement étrange où, à la fin de la décennie des Nations Unies pour la biodiversité, à la veille de la COP15 de Kunming qui devait adopter le nouveau cadre de gouvernance mondiale sur la biodiversité, dans une phase où le fameux Congrès mondial de la nature, un organisme extraordinairement multipartite qui incarne cette intersocialité que théorise Bertrand Badi, c'est-à-dire qui met autour d'une même table évidemment des gouvernements, des associations, des ONG, des collectivités locales, des entreprises, des citoyens qui veulent agir pour protéger la biodiversité. Cette organisation mondiale hors du commun, qui devait se réunir à Marseille cet été, n'a pas pu se réunir, peine à trouver une date pour se retrouver et pour porter cette intersocialité sur le sujet de l'environnement et de la biodiversité en question. Alors, est-ce que c'est le cynisme, les circonstances ou simplement un problème de confiance? Et donc, comment couper le nœud de la complexité que j'évoquais tout à l'heure? Si vous voulez, moi, en écologue, ce dont je rêve, parce que ce coronavirus, il nous embête beaucoup, on se rend compte, mais il n'est pas si méchant que ça. C'est pour ça que j'en ai marre qu'on fasse peur aux gens en disant on va attendre un prochain pic. C'est pas comme ça que ça marche. On parle de pic dans des régions où il n'y a pas eu de premier. Alors, je ne sais pas comment on aurait un second pic si on n'a pas eu de premier. Bon, revenons à la réalité. Il faut protéger nos anciens. Il y a des gens qu'il faut effectivement mettre de côté sans non plus les mettre dans des situations dramatiques au niveau psychologique. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et pour revenir à la conférence de l'IICN, elle devait avoir lieu en juin, on ne peut pas la faire. Je viens d'apprendre que on devait la faire en janvier, on ne peut pas non plus la faire en janvier parce qu'on ne peut pas amener 10 000 personnes dans ces conditions-là à Marseille, dans des conditions sérieuses de réflexion. C'est la petite étincelle. Je me dis finalement, est-ce que ce petit coronavirus va devenir l'électrochoc collectif salutaire dont on a besoin? Et quand le président Macron disait le 16 mars 2020, le jour d'après ne sera en aucun cas un retour au jour d'avant. Mais j'en rêve. Et quand j'entends les compagnies d'aviation qui me disent on va revenir quand au nombre d'avions qu'on avait avant, c'est pas possible. Donc c'est là que fait-on collectivement? Comment? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit le professeur Badi. On n'est pas en train de rayer les États, on n'est pas en train de couper. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins effectivement de consommation, beaucoup plus de sobriété. C'est pas la fin du monde, c'est pas revenir à la souris, à la caverne ou à la bougie. Ce qui est important, c'est comment on fait aujourd'hui, collectivement, pour répondre à la question suivante. Je suis un humain, j'ai une famille, des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai une famille, je suis chef d'entreprise, j'ai créé des emplois. Eh bien, comment faire ça avec de l'harmonie et du plaisir sans détruire l'endroit dans lequel j'habite? Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et professeur, on va s'arrêter là parce que le temps file, malheureusement, même si on aurait pu s'entendre et s'étendre encore des heures. Je voudrais simplement faire une toute petite référence à, je parlais tout à l'heure d'Edgar Morin, à ce que Laurent Bibard, qui est le titulaire de la chaire Edgar Morin de la complexité à l'ESSEC, nous a dit sur ce sujet de la complexité dans la journée Agir à temps qu'on organisait avec l'ENA l'autre jour. On s'est tous mis d'accord à ce moment-là sur le fait que la complexité ne se résout qu'en se faisant confiance et donc en reconnaissant le principe d'interdépendance que le professeur Badi et le professeur Boeuf nous ont dit à l'instant. Professeur Badi, est-ce que vous partagez cette dernière affirmation? Totalement, avec en amont quelque chose de très simple. La mondialisation a fait progressivement son apparition. J'ai dit tout à l'heure qu'elle ne sera jamais abolie. Oui. Mais il faudrait commencer à penser tout simplement à la réglementer. C'est-à-dire nous avons une transformation complète du paysage social mondial et personne ne songe sérieusement à le réglementer. C'est ça qui fait défaut. Quand le professeur Boeuf parlait tout à l'heure de la réglementation, de la production, de la consommation, de l'exploitation, tout ceci, c'est de l'ordre
réglementaire. Et c'est cette nouvelle forme de réglementation que nous ne savons pas encore penser. Et vous avez tout à fait raison, et je me félicite beaucoup que vous ayez fait cette mention, de parler de confiance. Parce qu'autrefois, le monde était gouverné par la puissance. Aujourd'hui, il ne peut être gouverné que par la confiance. La puissance, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien, il faut se mettre ça dans la tête. D'ailleurs, elle est devenue impuissante, la puissance. En revanche, la confiance, c'est précisément, je dirais, le fondement, le substrat de l'intersocialité. D'ailleurs, c'est presque tautologique. S'il y a de l'intersocial, il faut qu'on ait confiance en l'autre, parce que si on n'a pas confiance en l'autre, il n'y a pas d'intersocialité. Absolument. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une culture de l'ennemi. On a plus besoin, dans le monde ancien, on avait plus besoin d'un ennemi que d'un ami. Maintenant, il faut apprendre à avoir besoin d'un ami, c'est peut-être plus difficile. Apprendre à reconnaître, Voilà. respecter et prendre soin de son ami. On revient à des choses, des messages très simples. Et pour approfondir cette complexité-là, intersocialité, professeur Boeuf, la confiance, comment est-ce que vous, en tant que scientifique, vous êtes au cœur de tellement de réseaux internationaux extrêmement forts qui portent ce message avec force, avec véhémence, peut-être même d'une certaine manière, parce qu'on en a marre de ne pas être entendu. La confiance, vous pensez que ça peut être la solution ? Et c'est fondamental. Vous savez, quand on a fait l'expédition Tara-Océan, nos petites microalgues qui sont ancestrales, c'est le démarrage de la vie, elles sont infiniment plus en symbiose, en entraide, en mutualisme qu'en compétition. Et c'est sûr que cette compétition actuelle basée sur justement la présence de l'ennemi, c'est plus possible. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Et puis surtout, n'oublions pas une chose, on me parle sans arrêt de résilience, on ne peut pas résilier si on est mort. Donc c'est ça aujourd'hui le leitmotiv de tous ensemble et du vivant. Hein. Le vivant est organisé depuis 4 milliards d'années, il a tout vécu. Il s'en est sorti parce qu'il a accepté de changer. Et nous, on ne change toujours pas. Je retrouve là votre signature constante, la bio-inspiration, reprendre racine dans le vivant. Je disais tout à l'heure, l'autre jour, dans cette fameuse masterclass plus philosophique que j'évoquais, que d'une certaine manière, il fallait reprendre la formule d'Aristote pour la transformer, la moderniser. Nous sommes des animaux politiques et il faut laisser tomber la partie un peu trop politique et revenir à la partie un peu plus animale, qui est de savoir reconnaître les siens, sa meute, et faire confiance. Je crois que c'est sur ces mots-là que nous allons nous arrêter. Évidemment, pour continuer ces rencontres du développement durable co-organisées aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy avec Kedge Business School, professeur Badi, professeur Boeuf, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de philosophie avec nous et à tout de suite pour la suite des RDD.